Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a quelques hommes dans la salle. J'ai le grand plaisir d'animer aujourd'hui une table qui fait suite à nos travaux, table Femmes, Pouvoir et Liberté. Et j'aurai à mes côtés trois personnes. La dernière nous rejoint à l'instant, avait un peu de mal à trouver sa route. Et j'ai à mes côtés Maître Chirine Ardakani, que je présenterai plus en détail tout à l'heure, Maître Françoise Imray, et nous rejoint d'ici quelques instants Charla Shafik. Maître Ardakani est avocate, Maître Zimray est avocat, et Charla Shafik est écrivaine et sociologue, et nous allons nous entretenir tous les trois de la situation des femmes, en particulier en Afghanistan et en Iran. Et je vais avoir le plaisir de vous indiquer pourquoi le réseau TOUGAP, depuis plusieurs années maintenant, se penche sur cette question. Donc, je suis Sonia Djemni-Wagner, je suis magistrate, inspectrice générale de la justice. Je préside le réseau Femmes de Justice, qui est un réseau qui agit pour l'égalité professionnelle au sein du monde judiciaire. Nous l'avons dit depuis ce matin, le réseau TOUGAP, si je puis dire, a deux têtes. Une tête qui concerne le secteur privé et une tête qui concerne le secteur public. Et au sein du réseau TOUGAP, nous avons choisi, si je puis dire, très vite de nous tourner vers l'international. Nous avons une vocation internationale dès l'origine, d'où ce nom un petit peu qui sonne un peu américain, et nous répétons que nous sommes un réseau français avec une vocation internationale. Nous réfléchissons sur le partage de la gouvernance, le partage du pouvoir, à quelque niveau qu'il soit, qu'il s'agisse de l'égalité professionnelle ou dans d'autres sphères, comme nous venons de le voir, la sphère privée. Merci Brigitte de le rappeler, c'est extrêmement important. Bonjour Madame Shafik, venez nous rejoindre. Installez-vous là où ça vous semble le plus pratique. Bienvenue à vous. Je vous en prie, je vous ai présenté rapidement, mais je prendrai la peine de vous présenter les uns et les autres en détail tout à l'heure. Et je rappelais la raison pour laquelle le réseau TOUGAP est investi dans le combat que nous avons en commun pour la liberté des femmes en Iran, en Afghanistan et partout ailleurs dans le monde. Et je précisais donc que notre réseau s'est trouvé presque malgré lui emporté par la question afghane dans l'ordre chronologique, puisque nous existions depuis un peu plus d'un an, lorsque le 15 août 2021, les talibans sont revenus au pouvoir. Nous avons été saisis en plein été, saisis d'effroi, le 15 août, alors que tout le monde, on le sait chez nous, a la chance ou pratiquement d'être en congé. Le 15 août de surcroît, en plein mois d'août, tout est à peu près gelé. Et nous nous sommes réunis en nous disant qu'il n'était pas possible de ne rien dire, il n'était pas possible de ne rien faire. Ça nous est apparu comme une évidence, puisque nous réfléchissons au partage de la gouvernance. Nous nous retrouvions là confrontés, et nous savions que ça allait se passer de cette façon, nous nous retrouvions confrontés à la confiscation pure et simple du pouvoir et au fait que les femmes étaient écartées, alors on l'a vu après, non seulement du pouvoir, mais de toute vie publique et de quasiment toute activité. Et nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire. Nous avions, c'était assez peu de choses, mais nous avons écrit une lettre ouverte au président de la République. Et puis nous nous sommes activés les unes et les autres au sein de nos réseaux, autant que nous pouvions avec ce que nous savions faire, pour essayer de nous mobiliser pour ces femmes. Et on l'a vécu de façon très concrète. C'était pas seulement des convictions, c'était de l'action. Je dois dire qu'au sein de mon réseau, par exemple, nous avons littéralement été appelés à l'aide par l'Association internationale des femmes juges, qui nous a contactés en nous disant il faut qu'avec l'influence que vous avez ici en France, vous aidiez les femmes, notamment juges, à sortir d'Afghanistan extrêmement rapidement, puisque nous avions identifié que beaucoup d'entre elles avaient contribué à condamner des talibans en prison, puis libérés, et elles étaient spécifiquement ciblées. Nous savons que certaines d'entre elles ont été assassinées, et nous avons dû faire en sorte, en appuyant tout simplement sur quelques boutons que nous avions, faire en sorte d'aider à les faire sortir d'Afghanistan. Et puis, une fois arrivés en France, nous sommes demandé comment nous pouvions très concrètement leur apporter de l'aide. Et nous nous sommes sentis extrêmement démunis,
ça n'était pas notre expertise et pour autant, nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose. Donc, nous avons organisé au sein du réseau Femmes de Justice une espèce de sous-réseau pour aider ces femmes. Et nous nous sommes dit que nous pourrions au moins les aider à travers une action dite de mentorat. Évidemment, ce n'est pas un mentorat classique, un mentorat. Et évidemment, au sein de TOUGAP, un grand nombre de réseaux s'est dit la même chose. Je voudrais saluer Muriel de Saint-Sauveur qui est ici, que je vois là au premier rang, qui a eu la grande générosité et toujours encore aujourd'hui d'animer au sein de TOUGAP un réseau de femmes qui apportent leur concours aujourd'hui à une dizaine de femmes afghanes sur notre territoire. Il s'agit d'un concours qui est extrêmement important. Nous imaginions au départ qu'elles auraient besoin de ce que nous savions faire spontanément, c'est-à-dire d'un soutien professionnel essentiellement. Et nous nous sommes rendus compte que c'est évidemment bien plus large que ça. D'abord parce que pour un certain nombre d'entre elles, elles arrivent évidemment parfaitement traumatisées, qu'un certain nombre de personnes de leur famille restent sur place, que le professionnel n'est pas forcément immédiatement ce qui leur vient à l'esprit, c'est un soutien plus large. Il y a besoin de professionnels, mais c'est un soutien plus large. Et Muriel me redisait tout à l'heure que ce qu'elle essaye de faire, c'est d'avoir des femmes autour d'elle qui sont des ressources en fonction des besoins de ces femmes. Donc, mon premier rôle là, et j'espère qu'elle pourra prendre la parole tout à l'heure, c'est de faire un appel au volontariat parmi celles d'entre vous qui se sentent motivées pour venir rejoindre ce réseau qui pourrait vous conduire à faire du mentorat, une femme, mais qui pourrait aussi tout simplement vous servir à rendre un service ponctuel à ces femmes. Donc voilà comment nous nous sommes retrouvés, nous embarqués, si je puis dire, dans ce débat qui nous intéresse comme citoyennes, mais nous nous sommes retrouvés embarqués dans ce débat comme membres de ce réseau. Donc des convictions, de l'action, si je puis dire. Et aujourd'hui, nous avons envie de réfléchir tous ensemble sur la question du partage du pouvoir très concrètement et de l'impact de la confiscation du pouvoir en Afghanistan, en Iran, en prenant quelques situations concrètes avec des acteurs qui sont engagés très concrètement sur le terrain, ici en France. Donc, je propose peut-être de commencer, Madame Shafik, par vous-même, et vous pourrez nous dire de quelle façon vous avez, depuis longtemps maintenant, réfléchi à la situation en Iran, puisque je le disais, vous êtes iranienne, vous êtes écrivaine, vous êtes sociologue, vous êtes arrivée, me disiez-vous, en France en 1982. Et vous êtes arrivé évidemment en lien avec l'arrivée au pouvoir de l'imam Khomeini et donc de l'instauration d'une république islamique d'Iran. Alors même qu'au départ, vous avez conçu un certain nombre d'espoirs, vous avez fondé un certain nombre d'espoirs sur cette république, et vous êtes arrivé sans parler le français ici, comme réfugié. Vous avez, m'avez-vous dit, écrit un certain nombre de nouvelles qui étaient une façon pour vous d'expulser la souffrance, et vous avez ensuite réussi à faire un doctorat. Vous avez étudié la sociologie et vous avez écrit autour de l'islam politique, du sexe et du genre. Je vais citer quelques-uns de vos ouvrages. La femme et le retour de l'islam, l'expérience iranienne. Femmes sous le voile face à la loi islamique. Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran, Islam, politique, sexe et genre, et l'un des derniers de vos ouvrages, le dernier, Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, dont vous nous reparlerez sans doute d'ici quelques instants. Et donc, vous m'expliquiez qu'au centre de cette République islamique, il y a la question du genre, il y a la question de la femme et de la confiscation du pouvoir de la femme. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément sur quoi se fonde le pouvoir en Iran ? Merci beaucoup, Madame Wagner. Tout d'abord, excusez-moi pour ce petit retard, parce que je vous épargne. En tout cas, on a eu un dialogue ensemble au téléphone. Vous avez bien remarqué toute cette présentation que vous avez faite. Ça nous amène au cœur du sujet, qui est la question en fait, qu'est-ce qui se passe sous la République islamique? Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a ce beau soulèvement femmes, vie, liberté, mais les femmes au centre, les droits des femmes au centre de changement politique. En Iran, ça veut dire de cet élan
révolutionnaire pour le changement politique. Et ce qui est fait inédit dans le monde entier, mais aussi pour l'Iran, mais aussi pour le monde entier, sauf si vous me dites le contraire, c'est que c'est la première fois qu'un peuple se soulève autour d'un slogan qui met les femmes en avant. Donc ça, c'est... Et pourquoi? Puisque moi, depuis que ce que j'appelle une révolution, pas parce que demain ça va renverser le régime, c'est pas pour ça que je l'appelle la révolution, c'est par rapport à sa qualité existentielle, par rapport à ce changement existentiel, à la fois social, politique et culturel, qu'elle inspire. Et cette révolution, que je l'appelle un phénomène révolutionnaire, et qui ne s'est pas arrêté, même si les manifestations de rue se sont diminuées à cause de la répression implacable que le régime a instaurée. Et il faudrait, entre parenthèses, que je vous dise que la réponse de la République islamique à toutes les contestations sociales pendant ces plus de 4 décennies a été toujours la répression. Ça ne change pas. Mais selon l'ampleur du mouvement, c'est plus ou moins une réflexion terrible. Et cette fois, ça a été quand même avec des centaines de morts et des dizaines de milliers d'arrestations, d'où d'ailleurs cette soi-disant, entre guillemets, amnistie qui a été déclarée par l'État, puisqu'en fait, les arrestations étaient tellement arbitraires et des milliers de gens, donc il ne s'agit pas d'une amnistie, il s'agit d'une libération des gens qui ont été emprisonnés et l'État n'a pas les moyens de les garder aussi. Donc, si vous voulez, par rapport à votre question, qu'est-ce qui fait, moi, mon analyse que j'ai développée à partir de tous ces écrits dont vous avez mentionné, mais également les tribunes dans les journaux ici, depuis chaque fois qu'il se passait quelque chose, et vous pouvez les trouver sur mon site. Donc, si vous voulez, là je pense que on est face à un régime à tendance totalitaire, dans la mesure où il y a l'accaparation de pouvoir et la proposition d'un modèle, ou le lancement, ou l'imposition plutôt, c'est le terme exact, d'un modèle idéologique, d'un modèle qui est basé sur l'idéologisation de la religion. En fait, on fait de textes sacrés des codes idéologiques, puisque l'islam pourrait se pratiquer de 1000 façons, de toute façon. Et la République islamique a fait des textes sacrés de l'islam des codes idéologiques. Sur cette interprétation idéologique, ils ont fait un programme politique et qui tendent à formater la société selon leur velléité idéologique, formater la société à un modèle de la femme idéale et de l'homme idéal. Ça veut dire, en fait, c'est ça qui se passe depuis plus de 4 décennies. Vous imaginez, avant la Révolution, par exemple, on était sous le pouvoir de Shah qui n'était pas démocratique, mais la liberté politique a été réprimée. Ici, c'est toutes les libertés qui sont réprimées puisqu'il s'agit de formater les gens. Donc, effectivement, il y a eu dès le début une résistance multiforme qui s'est développée. Et pendant toutes ces années, le voile obligatoire, ça veut dire l'obligation de port de voile que le régime islamiste a instauré dès son arrivée, a été le drapeau de cette structure idéologique, si vous voulez. C'est pourquoi le voile obligatoire a été au centre de tous les conflits, si vous voulez, tous les jours dans la rue, puisqu'il y a eu les patrouilles de ce qu'on appelait les patrouilles de la chasteté, qui a évolué vers ce qu'on appelle Gashte Ershad, ça veut dire l'armée de la bonne conduite, qui a amené au meurtre de Mahsa et qui a déclenché cette révolution-là. Alors, ça existe depuis des décennies et le voile obligatoire étant le drapeau de tout un système sur le plan juridique, après, je pense qu'on a une juriste aussi avec nous
qui va l'expliquer, Mme Ardakani, donc je ne veux pas m'attarder sur cet aspect par rapport peut-être si... Voilà, tout simplement, sachez que ça considère la loi qu'ils ont imposée, la charia, considère la femme comme la moitié de l'homme, donc dans tous les domaines. Donc, ceci étant, ce qui s'est passé en Iran, c'était une résistance massive, puisque en 1979, au moment de cette révolution où je participais, à laquelle je participais activement en tant que jeune étudiante radicale, de gauche radicale, 30% des étudiants à l'université étaient des femmes. Moi, j'étais parmi ces 30%. Donc, si vous voulez, nous, on espérait une vie meilleure, seulement on a fait la grande erreur que je développe dans mes essais et même dans mes ouvrages littéraires, puisque de toute façon, c'était un peu ce vécu de cette répression, la révolution, le rêve qui a tourné au cauchemar, et tout cela a créé pour moi un traumatisme grand, à partir duquel, en exil, quand je suis arrivée en 1982, comme vous avez dit, Mme Wagner, j'ai commencé à écrire des nouvelles, bien sûr, pour mettre à distance, à l'époque en langue française, puisque je ne connaissais rien de cette belle langue française. Alors, pour mettre à distance c'est à cause de moi ou non, mettre à distance la douleur de l'exil, mais en même temps, ça a été aussi une possibilité qu'offrait l'exil pour prendre la distance de tout. Et en fait, j'ai commencé aussi dans le domaine des essais à travailler sur l'islamisme parce que j'avais vécu cette expérience dans ma chair et ça rencontrait l'histoire du pays aussi. L'Iran a tourné une page très importante qui arrive aujourd'hui à cela. Donc, la question des femmes, le sexisme, pour résumer, fait la colonne vertébrale de ce système répressif et mortifère, puisque la réponse à tous les problèmes, c'est la répression, qu'ils ont construit. À la base, c'est la discrimination sexuelle et sexiste qu'ils ont sacralisée. Parce qu'ici aussi, en France, par exemple, nous, on peut dire qu'il y a des discriminations, bien sûr, faites aux femmes. On pourrait dire qu'il y a les violences faites aux femmes. Il y a quand même des faits et vous n'êtes pas... Vous le savez, mais ce qui différencie radicalement la situation iranienne, c'est que le régime en place sacralise ces discriminations et les violences et les légitime au nom de Dieu. Donc, ça crée quand même une condition, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça crée. Mais en face, il y a eu une résistance terrible aussi et toutes les contestations sociales qui ont existé bel et bien durant ces années, la contestation étudiante, ouvrière, les enseignants, les retraités même dernièrement, et tous les émeutes urbaines que nous avons vécues dans la dernière décennie, se sont convergés au sein de cette belle révolution Femmes, Vie, Liberté, pour laquelle je souhaite une victoire, parce que cette victoire, ça va être très important pour les Iraniens, que ce soit femmes, bien sûr les femmes, mais aussi les hommes. Et ça va être aussi bien pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Je termine sur ça. Merci. Moi, j'ai une petite question complémentaire. Vous m'avez dit en préparant cet entretien que vous aviez une conception, le féminisme, finalement, quand vous étiez jeune, ça n'était pas grand-chose. Ce n'était pas ce qui importait pour vous et qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire quelques mots là-dessus? Parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette évolution et la conception de ce que peut apporter le féminisme. Oui, tout à fait, puisque l'exil était aussi un moment de regarder sur soi-même et je pense que quand on voudrait découvrir l'autre, le monde et tout, il faut aussi, en même temps, à travers ce regard, ça nous renvoie tout le temps à nous-mêmes. Et effectivement, comme j'étais traumatisée par cette question qui me hantait tout le temps, comment ça se fait que moi, qui lisais autant, qui était quand même une personne éclairée, qui était dans une famille séculière, qui n'était jamais intéressée par l'islam politique, comment ça se fait que je n'ai pas vu le danger
et pas seulement moi, toute la gauche iranienne, et même le mouvement de centre nationaliste, progressiste et tout ça, personne n'a. Maintenant, vous pouvez me dire, Chala, à l'époque, personne ne savait qu'est-ce que c'était l'islamisme. Bien sûr, personne ne savait. Après, avec l'expérience iranienne, afghane, et aussi algérienne, et après aussi l'égyptienne, etc., tout le monde a commencé à réfléchir. Mais en même temps, nous avons eu assez dans notre histoire en Iran, pas en dehors de l'Iran. Nous avions assez d'éléments pour pouvoir réfléchir sur ce sujet, mais nous avons omis de le faire. Et premier élément, c'était la révolution constitutionnelle au début du siècle. L'Iran est un pays, le premier pays au Moyen-Orient qui a fait une révolution démocratique presque au début du siècle, 20e siècle, qui voulait instaurer le Parlement contre le despotisme royal. Et il est arrivé, même s'il y a un consensus avec les mollahs, qui a fait que la loi a un peu été mutilée, la démocratie. Puis, il y a eu l'époque des dynasties Pahlavi où il y a eu ce que j'appelle une sorte de modernité mutilée. Ça veut dire, en fait, il y a eu la modernisation qui a donné beaucoup de fruits positifs. Il ne faut pas oublier, par exemple, moi et ma génération, même ma mère qui travaillait dans le domaine médical, était fruit de ces réformes. Mais en même temps, il n'y avait pas la liberté politique. Et donc, tout cela, c'était quelque part la modernité mutilée. Et l'opposition de chaque, que ce soit la gauche ou la centre-droite libérale, ils avaient aussi vivaient aussi une sorte de modernité mutilée, puisque le thème de la démocratie était absent, le thème de la laïcité était absent de la réflexion de l'opposition. Et on était concentré sur l'anti-impérialisme, puisque pour nous de gauche, mais aussi pour les nationaux libérales, les nationalistes libérales, excusez-moi, tout le monde pensait qu'avec l'anti-impérialisme, puisque voilà, avec une sorte, on était animé d'une sorte presque d'anti-américanisme primaire et anti-impérialisme, où on pensait que tout allait se régler. Et pour nous, Khomeini était une image valable, puisque il était aussi anti-impérialiste, anti-Shah et anti-impérialiste. Moi, en tant qu'étudiante de gauche, j'avais des expériences conséquentes, puisque j'étais très active. Une des figures de ce mouvement étudiant à l'époque dans la Révolution, et c'est pourquoi d'ailleurs j'étais obligée de rentrer dans la clandestinité, puisque tout de suite après, je me suis mis en opposition avec le nouveau pouvoir, et après l'exil est arrivé. Mais si vous voulez, pour nous, dans les activités étudiantes de l'époque, nous étions une jeunesse assez, voilà, qui voulait le changement. Le féminisme était complètement absent de nos préoccupations. Pour moi, la question des femmes était complètement secondaire. Même dans l'imposition du voile, je disais, avec les enjeux, je ne l'ai jamais porté, même si vous voulez, mais je disais, ma grand-mère le portait de manière très lâche et tout à fait consensuelle. Elle m'imposait jamais rien. Ma mère ne l'a jamais porté. Et je me disais, mais les femmes des quartiers populaires, pourquoi pas? Elles sont, c'est une question de classe sociale. Avec ma grille de lecture un peu de classe sociale, je voyais seulement, je disais, c'est lié à la classe sociale et après on pourrait quand même l'enlever, etc., etc. Nous, dans la prochaine étape, on va prendre le pouvoir et on va, voilà. Si vous voulez, un schéma très simpliste qui était complètement dépourvu d'un regard profond sur la question de l'égalité de sexe et qu'est-ce que ça veut dire et comment la libération des femmes, comme on le voit aujourd'hui, qui est sujet de cette révolte, elle est la base surtout face à la charia, ce qu'il voulait dire. Khomeini, dès le début, elle disait que tout était permis à condition de respect de l'islam. Mais nous, on était sourdes à cette image. Moi, j'étais en tout cas, et beaucoup de jeunes de ma génération. Si vous voulez, le féminisme était absent. Et pour un exemple flagrant, à l'époque, par exemple, nous, dans notre petite bibliothèque marginale qu'on avait construite en parallèle de la bibliothèque officielle pour un peu faire des travaux révolutionnaires sur les esprits, etc., il y avait les ouvrages de Sartre, il y avait les ouvrages de Camus, il y avait les ouvrages existentialistes, etc., mais jamais de Beauvoir.
Et donc, effectivement, pour nous, c'était un peu de Beauvoir était l'amante de ça, de Sartre. C'était quelqu'un qui était en union libre avec elle. Et je me rappelle très bien que l'affaire Boupacha, Djamil Boupacha, qui était avec la colonisation, très, très connu par nous, l'ouvrage que Gisèle Halimi a construit sur ce sujet, et donc Simone de Beauvoir a écrit la préface, nous, on passait là-dessous. Ça veut dire on parlait de Boupacha, mais on ne parlait pas de ça, puisque pour nous, ce n'était pas très, très, très important. Quand je suis arrivée ici avec cette hantise en disant comment ça se fait, parce qu'il y avait un mouvement de femmes dès que Khomeini est arrivé au pouvoir, il a commencé à dire, une des premiers actes a dit aux femmes de ministère. Ministère en Iran, ça disait à l'époque le service public. Les infirmières, les médecins, les enseignants, tout ça. La veille de 8 mars, et il n'avait pas choisi le moment par hasard, il a dit les femmes ne doivent pas aller nues au ministère. Et moi, je me rappelle très bien, j'étais à l'époque en Iran, nous, on riait vraiment. On disait, qu'est-ce que ça veut dire, nous, il a perdu la tête et tout, alors que non. Après, j'ai bien compris, en analysant la chose, qu'il avait choisi ce mot pour dire que le dévoilement, les femmes dévoilées sont pervers, qu'elles veulent exposer leur corps, qu'elles veulent aussi utiliser leur corps, etc. Donc, à l'époque, nous, le lendemain, des milliers de femmes, infirmières, enseignantes, des femmes qui travaillaient dans les services publics étaient dans la rue. Elles avaient très bien compris le message. Moi, je n'avais pas compris avec ma grille de lecture, des jeunes de ma génération, majoritairement. Et ces femmes-là étaient 3 jours dans la rue, criaient, nous n'avons pas fait la révolution pour revenir en arrière, et la liberté, un des slogans de ce mouvement massif gigantesque était la liberté n'est ni occidentale ni orientale, elle est universelle. Et moi, à l'époque, j'étais restée, ça m'a fascinée, mais je ne m'interrogeais pas pourquoi. Après, j'ai rentré dans la clandestinité, j'étais en train de fuir la police politique et tout. Mais quand je suis arrivée ici, tout ça, ça retentissait dans ma tête. Je me disais, mais comment ça se fait que je n'ai pas compris que ce voile obligatoire était quelque chose de politique? Comment ça, alors que je me prétendais militante politique? Donc, quand j'ai trouvé dans la bibliothèque de Marguerite Durand, quand j'étais à la Sorbonne, pour faire ma maîtrise de la sociologie, donc j'ai pris, ça ne peut pas vous étonner, j'ai pris comme sujet de maîtrise à la Sorbonne l'histoire sociale et politique de voile en Iran, parce que je voulais comprendre ce que je n'avais pas compris. Alors, donc, j'ai trouvé un rapport d'une commission beauvoirienne, ça veut dire que présidée par Simone de Beauvoir, qui était partie à l'époque de cette révolution en Iran. Et je me suis dit, mince, j'ai raté ce rendez-vous. Et je n'ai rien compris. Et donc, après, il y a eu aussi des gens proches d'Antoinette Fouque à l'époque en Iran qui ont fait aussi un documentaire filmé. En résumé, il y a eu des groupes de féministes français qui étaient là avec le féministe américain Kate Millett. Donc, en faisant ce travail, moi, je me suis dit, voilà, de Beauvoir avait compris. Pourquoi elle avait compris? Pourquoi elle avait fait cette commission? Donc, c'est resté comme une question. Et en l'année 2000, pour aller plus rapidement, comme je suivais toujours les paroles des jeunes iraniennes, il y a eu un mouvement féministe universaliste qui est sorti sur la scène sociale iranienne, et après réprimé comme toujours, qui ont fait une campagne de 1 million de signatures pour l'abolition de lois discriminatoires, ce qui revenait à l'abolition de la charia, puisque de toute façon, toutes les lois sont discriminatoires. Donc moi, je poursuivais ce mouvement avec intérêt et je voyais qu'il y avait dans leur texte la référence à de Beauvoir, au deuxième sexe. Ça m'a encore interrogée, ça m'a revenu à cette histoire de cette manifestation et la commission de Beauvoir. Et après, quand j'étais en train de... Ça, c'était le deuxième élément. Troisième, c'était pour le roman, j'étais en train d'écrire un roman où il y avait une demande au miroir, toujours demande au miroir, il y a une poésie, il y a un poème d'une grande poétesse iranienne qui marque toujours la jeune génération, Forough Farrokhzad, qui dit « Demande au miroir, qui est ton sauveur ?» Alors là,
j'ai vu, c'est-à-dire j'écrivais 2 personnages, jeunes garçons, jeunes filles, qui venaient de l'Iran, jeunes adultes, mais jeunes. Et je suis allée à lire dans les années 2010 les blogs des jeunes Iraniens. Et il faut savoir que les jeunes Iraniens sont les premiers à accueillir les blogs de manière massive à partir de la fin des années 90. C'était presque un journal intime puisqu'ils prenaient les pseudos et ils écrivaient tout ce qu'ils sentaient dedans. Et moi, en baladant, j'ai vu l'image de Beauvoir de manière érotique, de manière complètement... Et je me suis dit, mince, leur génération, contrairement à moi, pour moi, de Beauvoir ne voulait rien dire pour eux et pour elles, hommes et femmes. De Beauvoir voudrait dire plein de choses. Et d'où cet essai Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, qui est un essai sur les passions des jeunes Iraniens pour la liberté et en quoi, au cœur de cette passion qui se joue actuellement dans les rues du pays depuis plus de 6 mois, en quoi l'image de Beauvoir nous informe. Comment les jeunes Iraniens réinventent de Beauvoir. Et d'où ce féminisme universaliste qui inspire cette jeunesse, contrairement à ce que je vois, par exemple, en France. En France, je voyais aussi, même dans les mouvements, dans certains mouvements féministes postcoloniaux et tout, une sorte de méfiance envers l'universalisme qui quelque part, comment on pourrait dire, exacerbe l'idée de féminisme blanc, féminisme non blanc, alors qu'au début de ce mouvement de black feminisme, il y avait quand même des choses intéressantes dedans à voir avec la condition des femmes noires en Amérique. Mais ici, je trouvais qu'il y avait quand même des dérives un peu identitaires et je me suis dit, c'est très important, c'était en 2019 que je fasse cet essai pour dire que les velléités, les droits humains sont universels. Pour dire avec les femmes iraniennes de 1979, la liberté n'est ni occidentale ni orientale, elle est universelle. Et aujourd'hui même en Iran, la jeunesse donne son sang pour cela. Et pour passer ce message et dire que, le deuxième message aussi, je termine sur ça, que la libération des femmes est la condition sine qua non de la libération du peuple, que la question des femmes n'est pas la question des femmes, la question de l'égalité de droit n'est pas la question des femmes, c'est la question du modèle social et politique de toute la société. Ce que se dit aujourd'hui, cette révolution aussi, est de dire que tout ça, c'est une affaire d'universalisme, pas d'un universalisme étriqué, mais d'un universalisme qui comprend toutes ces diversités à son sein. Et moi, je dirais pour finir que la première diversité que cet universalisme prend à son sein, c'est la diversité des femmes, puisque n'oublions pas qu'à la Révolution française, les femmes, qui a déclaré quand même les droits universels, les femmes ont été exclues. Donc, la première diversité était des femmes. Et comment aujourd'hui, avec ces mouvements quasi-identitaires, on est en train de, quelque part, effacer toute cette histoire et oublier que nous sommes la première diversité et par la libération des femmes est ouvert aussi les droits des minorités, les droits des homosexuels, les droits des identités de genre. Et c'est à nous de préserver tous ces acquis et ne pas les bafouer au nom des identités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Shirin Ardakani, nous allons continuer avec vous, puisqu'on parlait de génération, justement. Peut-être avez-vous, vous aussi, un autre regard, puisque vous êtes franco-iranienne, vous êtes née en France, me disiez-vous, vous êtes avocate. Vous avez d'abord été avocate en droit des affaires, et puis il y a pas si longtemps, vous avez décidé de vous investir dans le droit pénal et dans le droit des étrangers. Et puis, il y a quelque temps, vous avez créé le collectif avec d'autres, Iran Justice. Et peut-être pourriez-vous nous dire à la fois ce qui se passe, où en est la lutte aujourd'hui en Iran, cette lutte des femmes qui nous a tous frappés, et nous dire en quoi consiste votre engagement aujourd'hui, ce que vous poursuivez au sein de ce collectif.
Tout à fait, je vous remercie. Alors peut-être un mot si je peux donner mon regard. C'est intéressant ce que vous dites, Charlotte, puisque vous avez cité deux femmes exceptionnelles, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Moi, je suis devenue avocate par vocation en lisant Gisèle Halimi, La cause des femmes. Donc c'est ça qui a animé ma vocation, le procès évidemment pour le droit à l'avortement, et vous avez évoqué également Simone de Beauvoir. Moi je rajouterais même une écrivaine, Annie Ernaux. C'est la lecture d'Annie Ernaux qui disait enfin j'ai pu accéder à l'éducation parce que je n'avais pas de frère qui me bouchait mon horizon de son destin prioritaire. Voilà, c'est ces trois lectures-là, moi, qui m'ont donné envie d'être avocate. Donc, vous voyez que c'est intéressant puisque le féminisme, moi, a été ma porte d'entrée dans la profession d'avocat. Alors, ceci étant dit, pour parler de la situation aujourd'hui des femmes en Iran et du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Vous l'avez dit, Inch'Allah, l'étincelle, c'est la mort de Mahsa Amini, cette jeune iranienne d'origine kurde qui finalement est morte pour un voile mal porté, puisque peut-être l'avez-vous su et peut-être avez-vous suivi cela. Mahsa Amini, elle est issue d'une minorité ethnique et en fait, elle se trouve avec sa famille à Téhéran en visite touristique et elle est appréhendée par la police des mœurs qui patrouille et qui relève qu'elle est mal voilée, l'embarque et ensuite, 48 heures après, on apprend son décès dans des circonstances extrêmement troubles et d'aucuns mettent en évidence le fait qu'elle ait fait l'objet de violences. Voilà. Cette étincelle va être révélée par des femmes puisque ce sont deux reporters, ce sont deux journalistes, là encore, par leur profession, puisque finalement, ces femmes-là vont utiliser leur profession pour mettre au jour cette histoire et elles vont, dans les 48 heures qui vont suivre ce papier, cette nouvelle, vont être arrêtées elles aussi à leur tour. Et aujourd'hui, les deux journalistes qui ont couvert ce fait divers se trouvent encore en prison. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce sont à nouveau des femmes, c'est intéressant, qui vont aller dans la rue, qui vont se mobiliser, qui vont manifester autour de la devise « Femme, vie, liberté » en revendiquant finalement leurs droits les plus élémentaires, celui de se vêtir comme elles l'entendent et plus largement revendiquer leurs droits politiques et civiques. Puisque, Shala, vous l'avez dit tout à l'heure, la société iranienne est une société qui organise par la loi la ségrégation, c'est-à-dire que c'est la loi qui organise le fait que les femmes sont le pouvoir, mais le pouvoir à travers la loi islamique qui organise une ségrégation des femmes dans la société. J'en dis deux mots, ou peut-être que je le réserve pour tout à l'heure. Par exemple, mais vous le savez peut-être, les femmes sont dans une situation où elles n'héritent pas, il y a une discrimination patrimoniale, elles sont discriminées dans l'héritage, elles héritent 2 ou 3 fois moins que leurs homologues masculins. Le prix de la vie d'une femme est inférieur à celui de l'homme, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une réparation civile, lorsque une femme décède et qu'on demande réparation, compensation, eh bien la compensation pour la vie d'une femme est moindre que celle d'un homme. Elles sont discriminées dans l'accès aux emplois publics, puisqu'un certain nombre de fonctions leur sont complètement interdites. Une femme ne peut pas être chef d'État. Il y a très peu en réalité de femmes ministres, puisque, sauf erreur, mais je parle sous votre contrôle, il y a eu une femme ministre sous la présidence de Ahmadinejad et une sous-secrétaire d'État. Mais alors ça, ce n'est pas que le cas d'ailleurs tellement que de l'Iran, mais lorsque les femmes accèdent à des postes à responsabilité, évidemment, ce sont des postes qui sont genrés, c'est-à-dire on leur laisse la petite enfance et les questions des femmes, comme ça les femmes vont pouvoir continuer à s'occuper grosso modo des enfants et des femmes. Voilà, c'est jamais des postes qui sont des postes régaliens, même si effectivement, bon, la situation ici est un peu différente. Donc il y a une loi qui organise la ségrégation des femmes et je le disais tout à l'heure, à l'origine de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'est une femme. Ce sont des femmes qui ont couvert, ce sont des femmes aux avant-postes dans la rue qui se sont mobilisées et c'est encore des femmes
avocates qui se mobilisent pour défendre les manifestantes qui sont arrêtées, interpellées. Et je parle de consoeurs, puisque Shirin Ebadi est une avocate prix Nobel de la paix qui désormais est en exil, qui pour avoir défendu des femmes mal voilées a elle-même été arrêtée, puisque en Iran, il faut savoir que les avocates ne sont pas libres d'exercer leur métier, les avocats non plus d'ailleurs, puisqu'on vous assimile aux clients que vous défendez. C'est-à-dire que si moi, demain, avocate, je défends une femme mal voilée, c'est que moi-même, personnellement, je suis favorable au non-port du voile, et donc il n'y a absolument aucune indépendance des avocats en tant que tels. Et les juges, je n'en parle pas, puisque les femmes n'ont pas le droit d'être magistrats. Il y a une interdiction pour les femmes d'être magistrats, et les magistrats qui existent eh bien, doivent passer un contrôle qui n'est pas un examen. Alors, il y a une partie pratique, il y a une partie théorique qui est un examen de droit quand même, et il y a quand même 50% de la note qui est l'examen de moralité islamique, et je vous le donne dans le mille. Si vous avez une très bonne note à la moralité islamique, mais une note exécrable en droit, vous pouvez quand même devenir magistrat. Donc, c'est heureux pour les fervents défenseurs de la loi islamique, mais en tout cas, c'est malheureux pour le droit. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui ce que produit ce système. Et alors, où en est, justement, pour répondre à votre question, une fois qu'on a posé ça, la lutte des femmes? Aujourd'hui, les actes de résistance politique émanent des femmes dans la société iranienne. Pourquoi? Les hommes vont se mobiliser dans la rue, concrètement, pour le dire grossièrement, ils vont utiliser la force physique, ou en tout cas virile, on va brûler des poubelles, on va jeter des pierres, etc. Mais le pouvoir de création intellectuelle, de revendication, le corpus idéologique, il émane des femmes. J'ai voulu tout à l'heure, et je suis venue avec ça parce que ça me semblait important, on a un manifeste des femmes iraniennes qui nous est parvenu d'une absolue modernité, c'est-à-dire des femmes iraniennes qui se sont mobilisées et qui nous ont fait parvenir une charte pour le droit des femmes. C'est un peu l'équivalent, me semble-t-il, de la Déclaration universelle du droit des femmes d'Olympe de Gouges, à l'époque. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces femmes iraniennes, et qu'est-ce qu'elles revendiquent pour voir l'absolue modernité de ce qu'elles nous disent. Elles l'ont intitulé la Charte des revendications progressistes des femmes iraniennes, et elles l'ont sorti le 8 mars 2023. Elles nous disent « Nous exigeons la liberté de se couvrir ou l'abolition du hijab obligatoire ». Donc, ce qu'elles demandent finalement, c'est la liberté. C'est la liberté. Elles disent « Lâchez-nous ». Voilà, on a envie de se couvrir ou pas, mais en tout état de cause, on veut choisir. Elles nous demandent l'abolition complète de la ségrégation sexuelle dans tous les niveaux de la société. Elles nous demandent l'abolition de toutes les tutelles sur les femmes, la reconnaissance des femmes en tant qu'êtres humains avec une identité indépendante et libre de prendre des décisions dans leur vie personnelle et sociale sans l'implication d'aucune autre personne. Pourquoi? Parce qu'en Iran, il y a encore une tutelle masculine. Il y a la tutelle du mari. Les femmes ne peuvent pas sortir du territoire si elles n'ont pas l'accord de leur époux. Dans certains cas, on exige l'accord, ou en tout cas la non-opposition de l'époux pour pouvoir travailler. Donc, il y a encore une tutelle masculine. Et ce que demandent ces femmes, c'est la fin de la tutelle masculine. Ce qu'elles demandent, c'est l'interdiction du test de virginité. Alors, on peut se dire, évidemment, là, on tombe des nues. Évidemment, il y a encore, dans certains cas, des tests de virginité. Elle nous demande l'accès aux contraceptifs gratuits, un accès gratuit aux tests de dépistage de grossesse. Elle demande un droit à un avortement sécurisé. Et là, on se dit finalement, quand même, ces revendications-là, à l'heure où le droit à l'avortement, il est remis en cause, et pas qu'en Iran, c'est ça qui est quand même effrayant. Aux États-Unis, en Pologne, eh bien, ces femmes, les revendications qu'elles nous font parvenir, finalement, ce sont des revendications, me semble-t-il, universelles. Et là, je reviens à ce que vous disiez, Shala. Moi, je me reconnais personnellement dans toutes ces revendications-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la lutte des femmes et ce qu'elles produisent intellectuellement, bien, effectivement, ça me semble être d'une grande puissance. Alors, il y a cet espace de création du corpus idéologique, et il y a aussi les actes de désobéissance civile dans la vie de tous les jours. Les femmes aujourd'hui iraniennes, alors que c'est encore un délit pénal qui est sanctionné, qui peut aller jusqu'à des coups de fouet, puisque la loi instaure le port du voile obligatoire, eh bien, ces femmes vont braver l'interdit et elles vont aller dans la rue
non voilées. Voilà. Et ça, c'est évidemment un acte de défiance de tous les jours. C'est un acte de désobéissance civile qui peut avoir des conséquences terribles puisqu'elles peuvent être incarcérées, elles peuvent être, voilà, elles vont être soumises à un certain nombre de traitements inhumains et dégradants. Et ces femmes vont quand même avoir le courage de le faire. Donc, on a des femmes qui se réapproprient l'espace public physiquement avec leur corps. On a vu d'ailleurs des femmes, des jeunes femmes qui vont, et ça a irrigué les réseaux sociaux, qui, alors avec des crop tops, pardonnez-moi l'anglicisme, mais je ne sais pas comment le dire autrement, des mini-hauts avec un ventre dévoilé. Vous vous rendez compte, on est en Iran, le voile est obligatoire. Elles sont dans la rue, ces jeunes femmes, elles se mettent en crop top, elles nous font une danse sensuelle d'ailleurs, c'était une musique occidentale, hein, une musique qui cartonne dans les boîtes de nuit en ce moment, ici à Paris. Elles vont nous faire ce déhanché sensuel à l'occasion du 8 mars 2023. Voilà ce qu'elles produisent aujourd'hui, les femmes iraniennes. Elles se réapproprient leur corps dans l'espace public et elles se réapproprient le champ politique en créant du contenu, en créant des revendications. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de la lutte, en tout cas, des femmes iraniennes. Et de votre propre action, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, de ma propre action, bon, c'est un peu ce que vous disiez finalement, et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant quand vous avez dit, nous, on a été appelés à l'aide par les femmes juges qui nous demandaient en Afghanistan, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Ben, nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous, les avocats ici, alors déjà, on se sentait évidemment très concernés, puisque quand on voyait défiler sur les réseaux sociaux des images épouvantables de la répression, donc c'est-à-dire des manifestants qui se faisaient tirer dessus, hein, comme des lapins à balles réelles, on voyait ces images qui circulaient sur les réseaux sociaux de ces jeunes femmes, pas que, hein, de ces hommes éborgnés par les forces de sécurité, etc. Évidemment, quand on est avocat, on ne peut pas rester sans rien faire. On se dit, mais là, j'ai des preuves. Hein, en tout cas, j'ai quelque chose qui me dit quand même qu'il y a des violations graves au droit à la vie. On a des violations des droits humains. Il faut faire quelque chose. Mais indépendamment de ça, nous avons été sollicités par nos confrères là-bas qui sont empêchés de faire leur travail, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on a des avocats qui ne peuvent pas accéder au dossier de leurs clients puisqu'on leur refuse tout simplement quand ils arrivent au tribunal, on dit bah non, qui est votre client? On n'a jamais entendu parler de vous, il ne vous a pas désigné, vous ne pouvez pas accéder à vos dossiers. Quand les avocats exigent d'assister quand même au procès de leurs clients, hein, ça paraît quand même élémentaire. Une fois sur deux, on leur refuse, c'est-à-dire qu'en fait, l'audience a lieu et puis une fois que le client a pris 20 ans de prison, on dit ah bah vous n'étiez pas au courant, bah voilà, votre client est passé tout à l'heure. Donc, on a ces confrères qui sont empêchés. Quand, au meilleur des cas, ils ne sont pas tout simplement incarcérés avec leurs clients, on a une caricature d'ailleurs qui circule, qui est assez redoutable, qui est, alors on a un client, enfin on a un Iranien hein, qui se trouve dans les prisons politiques, qui demande, je demande à voir mon avocat, et on a dans la cellule d'à côté l'avocat qui répond, je suis là. Voilà, dans la cellule d'à côté. Mais c'est ça aujourd'hui la réalité de l'exercice professionnel des avocats iraniens et des avocates iraniennes qui, en solidarité, nous ont appelés à l'aide en disant bon bah là maintenant il faut que vous fassiez votre job. Il y a un intérim, à faire. Et nous évidemment, bah, on a répondu à l'appel en disant bah, évidemment les avocats partout dans le monde, c'est pour ça qu'on a prêté serment. On a prêté serment pour aider ceux des confrères qui sont empêchés de faire leur travail. Voilà. Merci. Je peux dire une chose pour compléter. Merci. C'est-à-dire par rapport au système judiciaire iranien, je voudrais seulement ajouter qu'ils ont rétabli la loi de Talion. Ça, c'est très important. En fait, quand Chirine parle de le prix de la vie d'une personne, c'est par rapport à cette loi de Talion. C'est que quand vous faites, par exemple, vous écrasez quelqu'un, ou voilà, il faut que vous payiez un prix, ou quand, par exemple, vous faites un meurtre, l'autre pourrait vous demander la loi de Talion et vous allez vous tuer. Et quand, par rapport aux femmes, c'est la moitié. Et si, par exemple, une personne qui est arrivée comme cas, qui était assez surréaliste, une personne, un mari ou quelqu'un ou de proche qui avait, comment on peut dire, crevé les yeux de sa femme, les deux, en face, la femme pourrait crever un de ses yeux. Oui. Mais c'est ça la réalité de ce système judiciaire qui est aujourd'hui en Iran. Et c'est pourquoi je voudrais dire que, par exemple, ce genre de manifeste pourrait avoir lieu que quand le régime n'est plus là. En fait, toute la
ce qui est très bien que des groupes féministes préparent quelque chose, mais moi, chaque fois que je lis, je dis c'est pour après, puisque si vous voulez, avec ce type de système, comment vous pouvez imaginer qu'ils peuvent faire, par exemple, toutes les lois et tout. Moi, je pense que, comme a été demandé par la campagne d'1 million de signatures pour l'abolition de toutes les lois discriminatoires, ça revient à renverser la loi existante, à vraiment l'effacer pour créer une loi démocratique séculière et laïque. Puisque, comme on le voit dans toutes les manifestations, une des demandes actuelles des manifestants, c'est la séparation entre la religion et le politique. C'est ça le malheur de ça. Oui, c'est sans doute un premier pas. Sans doute un premier pas. Je vais me tourner vers Maître Zimret, puisqu'on a commencé à aborder la question du système judiciaire, du droit. Donc, Maître, vous êtes avocat actuellement, vous êtes avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale, mais vous avez aussi été diplomate, vous avez été ambassadeur pour les droits de l'homme, ambassadeur français pour les droits de l'homme, et vous m'avez indiqué qu'à cette occasion, vous aviez été frappé par le nombre et l'intensité des atteintes commises aux femmes, aux droits des femmes, partout dans le monde, et notamment dans le cadre des conflits armés. Vous avez écrit d'ailleurs à ce sujet un ouvrage, J'ai vu partout le même visage, et vous m'avez indiqué que vous aviez combattu à cette époque-là pour faire de cette question du droit des femmes, dans ce contexte, la priorité numéro 1 de la diplomatie française. Vous avez également été ambassadeur au Danemark, ce qui est très intéressant, parce que vous m'avez aussi fait remarquer que c'était sans doute un des États les plus avancés en ce qui concerne le droit des femmes et la situation des femmes très, très concrètement. Et vous avez, à cette occasion, d'ailleurs, été victime d'un attentat terroriste. Vous avez failli perdre la vie en défendant Charlie Hebdo. Ensuite, vous êtes revenu à votre métier d'avocat et vous m'avez indiqué que parmi les femmes que vous défendiez, il y avait notamment Aung San Suu Kyi, Birmanie, et Amira Bouraoui, Algérie. Donc, vous avez par ailleurs participé à un ouvrage collectif qui concerne les femmes afghanes, toutes afghanes, en 2021. Et c'est une des raisons, en dehors de tout ce que je viens d'indiquer, qui nous a conduit à vous inviter. Et je vais vous demander quel est est-ce que vous pourriez nous dire de la situation justement en Afghanistan? Pourquoi est-ce que vous avez participé à cet ouvrage? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation en Afghanistan au regard du droit des femmes aujourd'hui? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Pourquoi j'ai participé à cet ouvrage? Parce que je n'ai jamais considéré que la cause du droit des femmes était la cause des femmes, mais qu'effectivement elle était universelle. Et ça, un micro ne marche pas. Alors je recommence. Je disais pourquoi ai-je participé à cet ouvrage? Parce que je n'ai jamais considéré que la cause du droit des femmes était la cause des femmes exclusivement, mais qu'elle était une cause universelle et qu'elle nous regardait tous, pas plus d'ailleurs que la cause de l'antisémitisme et celle des Juifs, que la cause de la défense du droit de la presse serait la défense d'un privilège d'une profession. Ça regarde tous ceux qui ont à voir avec la liberté de conscience, c'est-à-dire tous les êtres humains. Et d'ailleurs, moi aussi, mon premier engagement politique, j'avais 17 ans, c'était les manifestations pour le droit à l'avortement en 79, le 23 mars 79, je m'en rappelle très bien. Et j'étais très fier lorsque j'étais ambassadeur en charge des droits de l'homme de me définir comme réellement en charge du droit des femmes. Et je considère que, encore une fois, les hommes comme les femmes doivent défendre la cause de la féminisation de la société, dans la société, qui n'est pas que la question des femmes, mais aussi de ce que les femmes peuvent porter comme regard, comme valeur dans la société et dans le pouvoir. Alors, sur l'Afghanistan, évidemment, comment ne pas répondre à cet appel lorsqu'on a vu le caractère universel des violences faites aux femmes dans le monde? Et je dois dire que si je devais... c'est très difficile de rendre compte avec quelques mots de la gravité de la situation en Afghanistan. J'ai lu, avant de venir, encore quelques témoignages très récents, d'il y a quelques jours, de ce qui se passe dans le pays. Mais après ces deux témoignages sur la situation en Iran, j'ai envie de vous dire que, peut-être pour résumer la gravité de la situation des femmes en Afghanistan, celle des femmes afghanes qui sont éduquées et qui peuvent quitter le pays
pour y trouver asile, beaucoup d'entre elles vont en Iran. C'est vous dire, c'est dire la situation de l'Afghanistan. C'est l'hiver. Je crois que c'est l'hiver absolu. Et c'est un angle mort de nos consciences, de nos politiques, du discours politique, alors que ça devrait être une priorité absolue. Ce qui se passe là-bas est sans nom. Et je voudrais à cet égard faire écho à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, beaucoup de choses d'ailleurs dans lesquelles je me reconnais, et peut-être je crois que c'était dans la table ronde précédente, c'est que il faut bien faire la distinction entre le débat sur le modèle de société que nous voulons en France, dans une société occidentale, et comment faire en sorte que cette société soit plus harmonieuse, plus pacifique, fasse sa place à chacun et à chacune, ce qui est notre sujet, enfin le sujet de la société française, et bien prendre conscience qu'il y a toute une partie du monde où la question du droit de femme se pose dans d'autres termes, c'est simplement qu'elles n'ont pas les mêmes droits. Et vous l'avez dit, et vous l'avez très bien dit, et je voudrais insister sur, je vais revenir à l'Afghanistan, mais sur l'universalité de ces atteintes qui m'a frappé. Pendant 5 ans, j'ai parcouru le monde, plus de 100 missions sur les 5 continents, et ce qui m'a frappé, c'est de rencontrer l'universalité, non pas comme un concept juridique ou philosophique, mais l'universalité en chair et en os. Ce n'est pas les droits de l'homme qui sont universels comme une idée, c'est les souffrances qui sont universelles, c'est les violations de ces droits fondamentaux qui sont universelles, ce sont les violences, et c'est cette aspiration à la dignité que l'on ressent partout qui est universelle. Partout, j'ai vu des femmes avec les mêmes mots dans des langues différentes, sous des latitudes différentes, en Colombie, en Tchétchénie, au Liban, au Rwanda, dans les grands lacs africains ou en Birmanie, c'est avec le même regard, avec les mêmes mots. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « J'ai vu partout le même visage », qu'une femme vous parle de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a subi, ou des disparitions forcées d'un proche, d'un mari, d'un fils, et la même façon de caresser du doigt la photo du disparu. Donc cette universalité en chair et en os, je l'ai rencontrée, et c'est pour ça que vous avez raison de dire, et je vous remercie d'avoir dit qu'elle est aujourd'hui en danger. Elle est en danger, elle est en recul pendant des décennies, des siècles peut-être. Le grand mouvement des droits de l'homme, vous en avez rappelé des étapes historiques avec la révolution à l'âme de gauche, ça a consisté jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme et plus tard la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, ça a consisté à faire prévaloir ce que nous avions en commun, par-delà nos sexes, par-delà nos statuts sociaux, nos langues, nos cultures, nos origines, nos traditions, nos âges, tout ce qui nous différencie. Dire, du simple fait que nous sommes des êtres humains, nous avons les mêmes droits et nous sommes égaux en dignité. Ça a été mettre en avant les similarités par-delà les différences. Et quand, dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, René Cassin veille à ce que l'on parle d'une famille humaine, c'est de cela qu'il veut parler. Nous sommes tous égaux du simple fait que nous sommes sur Terre des êtres humains. Eh bien, ce mouvement qui vise à faire prévaloir les similarités sur les différences, aujourd'hui, il s'est arrêté. Et moi, j'assiste effectivement au démantèlement et au recul, c'est-à-dire la revendication permanente des différences par-delà les similarités. Et nous sommes dans une société, je trouve, qui est aujourd'hui, je m'interroge sur la fin des droits de l'homme. Alors, le terme est un peu brutal, mais je m'interroge sur, en tout cas, la fin du substrat idéologique qui a conduit à l'adoption de ces textes et à ces réalisations institutionnelles. Alors, pour revenir à votre question, puisque vous êtes parti de l'Afghanistan, la situation aujourd'hui, c'est celle de femmes qui sont privées de tout droit, d'une société qui nie le droit des femmes et qui nie la présence, le droit des femmes à exister dans la société, et j'ai envie de dire, et en soi. C'est-à-dire que le combat contre les femmes n'est pas simplement le combat contre les personnes de sexe féminin, c'est aussi un combat contre le féminin en soi. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est une petite fille qui disait il y a quelques jours, privée d'école, puisque depuis le 23 mars de l'an dernier, elles n'ont plus accès à l'école au-delà du 6e grade. C'est la fin de ses rêves. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le témoignage d'un chauffeur de voiture qui
beaucoup de gens se déplacent comme ça en petit taxi d'un bout à l'autre du pays et qui racontent qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de médecins femmes à proximité des villages, eh bien, il est obligé d'emmener les gens et les enfants à Kandahar, au cœur du pays, et dans un hôpital lointain, et qu'il a vu plusieurs fois des gens mourir dans sa voiture parce qu'ils n'avaient plus accès aux soins. Il y a exactement 2 jours, une école encore qui a été incendiée. C'est-à-dire que les quelques écoles qui sont restées ouvertes pour les enfants en bas âge et l'école de filles pour les plus jeunes grades, sont aujourd'hui persécutées, sont aujourd'hui incendiées. Ça devrait être la priorité absolue de nos diplomaties et de et des Nations Unies également. La détermination de priorité, d'ailleurs, dans l'action extérieure d'un pays, ce n'est pas une question qui allait de soi. À vrai dire, je suis arrivé à cette conclusion, mais ce n'était pas mon point de départ. Je suis arrivé à cette conclusion après 5 ans de voyage dans le monde. Et au départ, l'idée même d'une priorité me choquait. Je me rappelle très bien d'une discussion avec le ministre quand il venait me donner ma lettre de mission. Il me disait, il faut quand même qu'on ait une priorité. Est-ce que ce ne serait pas le droit des femmes ? Et moi, je lui ai dit, mais d'accord, monsieur le ministre, alors les enfants, c'est secondaire. Ah non, 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 les enfants, c'est important aussi. D'accord, donc les femmes, les enfants. Et donc la torture, disparition forcée, on abandonne ça comme priorité de la France. Ah non, 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 c'est aussi une priorité de premier niveau. Et donc donc d'accord, les femmes, les enfants, la torture, la peine de mort, l'abolition universelle. Ah si, l'abolition aussi. Bon, bref, on s'est retrouvé tout de suite avec un catalogue de priorités, donc rien n'était prioritaire, mais c'est la vérité, c'est pour ça que les droits de l'homme sont interdépendants. C'est qu'on ne peut pas en défendre un en sacrifiant l'autre. C'est pourquoi c'est très important. L'interdépendance, c'est un des articles les plus importants de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est pour ça aussi qu'on les appelle les droits fondamentaux. Et j'aime bien ce mot de droits fondamentaux parce que ça montre que c'est vraiment la base. Tous les droits ne sont pas des droits de l'homme. Tous les droits ne sont pas des droits fondamentaux. Droits de l'homme ou droits humains, selon qu'on les appelle d'une façon ou d'une autre. Ils sont fondamentaux parce que, vous savez, c'est un peu comme les organes vitaux. Qui peut dire que le rein est plus important que le poumon, que le foie, que le cœur? Si vous en manquez un, c'est fini. Vous avez besoin de ça. Eh bien, sans la garantie de ce socle de droits fondamentaux, la dignité n'est pas garantie. Et donc, moi, je suis rentré dans cette fonction, cette belle fonction qui consiste à animer la question des droits fondamentaux au cœur de l'action extérieure de la France, c'est-à-dire sur le terrain, l'action de nos ambassades. Est-ce que nous sommes ouverts aux défenseurs des droits de l'homme ou est-ce que nous leur fermons la porte au nez ou est-ce que nous les recevons avec des pinces à cornichons? Est-ce que quelles sont nos positions aux Nations Unies? Quels textes l'on porte? Quelles attitudes on a? Quelles personnes on promeut, on défend? Et je suis arrivé dans cette fonction avec l'idée que c'était très difficile de faire des priorités et ça reste très difficile. Mais après, je dois dire, après 5 ans, plus de 100 missions, malgré tout, je suis revenu à cette conclusion que s'il y avait une priorité, mais c'est un s'il y avait qui ressemble un peu à la question qu'on s'est tous posée, si je devais être dans une île déserte, qu'est-ce que j'emporterais? C'est-à-dire des choses qui sont impossibles en même temps, insolubles. S'il y avait une priorité, eh bien ce serait évidemment le droit des femmes et l'éducation des filles et l'universalité des violences faites aux femmes, l'universalité de ce puritanisme, parce qu'en fait, en réalité, ce que vous avez très bien décrit, c'est un puritanisme, c'est une criminalisation du désir suscité, du désir ressenti. On le trouve partout. Et ça commence par l'éducation des femmes, des filles, et notamment à la santé sexuelle et reproductive. Je vais vous donner un exemple qui n'est ni en Iran ni en Afghanistan, mais qui vous montre l'universalité de cette lutte. Au Salvador, qui est un des nombreux pays que j'ai visité, je me souviens de ce chiffre qui m'avait frappé. 25% des mères ont moins de 16 ans. Et dans ce pays, qui s'est finalement décidé à mettre en place une politique d'éducation sexuelle à l'école, l'Église catholique a déposé 4000 recours en justice contre les manuels scolaires. C'est vous dire ce à quoi nous sommes confrontés. Un grand merci, maître. Merci beaucoup.
Je vais ouvrir pour quelques questions parce que je ne voudrais pas empiéter sur le temps de la prochaine table ronde à la salle. Il y a une question au fond. Merci. Claire Poisson, avocate, vice-présidente de TUGA, administratrice de l'Association française des femmes juristes et de EULA, European Women Lawyer Association. Donc, après avoir dit tout ça, vous êtes en face de femmes assez déterminées dans l'action. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 avocates et une magistrate sur la table ronde. Qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement pour faire changer les choses? On a-t-on des textes, des conventions internationales? Que peut-on faire devant la CPI, la Cour pénale internationale? Si on n'a pas des textes, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, comment on agit aujourd'hui pour les droits des femmes en Iran, en Afghanistan? Est-ce qu'il n'y a pas un apartheid, une ségrégation? Qu'est-ce qui se passe juridiquement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'un de vous deux souhaite répondre? Je vais commencer à répondre, mais de façon très réaliste, et parce que c'est une question, on a tous envie de dire il y a quelque chose à faire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est vrai qu'il y a des pistes, il y a des actions, et vous en faites déjà beaucoup. Et votre mobilisation, et en particulier vous, Claire, je sais, elle est essentielle. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer notre impuissance. Pendant 5 ans, comme diplomate, j'ai mesuré aussi notre ambition et notre impuissance aussi, la limite de nos moyens. Alors les moyens, c'est, s'agissant d'un autre pays, il y a 3 moyens. Il y a, pour raisonner simplement, il y a 3 moyens. Il y a la guerre, il y a la diplomatie et il y a la justice internationale. Après, il y a d'autres leviers peut-être que sont peut-être un 4e qui est la mobilisation des leviers économiques. La guerre, on n'en parle pas, évidemment, mais je l'exclus parce que il faut quand même, souvent on nous disait mais il se passe ça dans tel ou tel pays, pendant 5 ans j'entendais ça, qu'est-ce que vous faites? Ben oui, mais les pays sont souverains et c'est quand même la base de… Mais cette souveraineté, la légitimité de la souveraineté des pays, elle repose, il faut tordre le cou avec ce mythe de la souveraineté, parce que c'est ce que nous objectent tous les tyrans, et pas simplement s'agissant des droits des femmes. Et il faut dire que il faut rappeler que la légitimité, le fondement de la souveraineté d'un État et de ceux qui le dirigent réside dans leur capacité à protéger leur population et pas à l'exposer. Donc je pense qu'il faut effectivement ressusciter cette idée, cette belle idée qui est un peu oubliée de la responsabilité de protéger en droit international, qu'on appelait autrefois le droit d'ingérence, qui est essentiel. Et je pense que c'est très intéressant parce que je sens ce droit d'ingérence qui était vraiment le grand combat d'une génération, en tout cas la mienne, aujourd'hui très inhibé notamment parce qu'il percute justement une inhibition post-coloniale aussi, un scrupule plutôt post-colonial. Le droit d'ingérence a souvent été moqué, caricaturé et entravé par ceux qui disent « vous voyez, c'est une influence occidentale, vous essayez de nous imposer vos valeurs ». Donc je pense qu'il faut ici être très ferme là-dessus. Il ne s'agit pas de valeurs occidentales. En défendant le droit des femmes, en défendant les droits fondamentaux, les droits de l'homme partout dans le monde, on ne défend pas des valeurs occidentales, on défend l'universalité de la dignité humaine. Bon, une fois que j'ai dit ça, est-ce que j'ai répondu concrètement à votre question? Non, j'en suis conscient. Mais je pense qu'il faut se battre sur tous les terrains, à la fois sur le plan associatif, sur le plan politique, bien sûr. Il faut continuer d'en faire des priorités. Il faut regarder comment on peut mobiliser aussi le secteur économique. Mais on parle, s'agissant de l'Afghanistan. Alors l'Iran, c'est un peu différent parce qu'il y a déjà des sanctions. Mais l'Afghanistan, d'un pays extrêmement fermé, avec assez peu d'échanges économiques. Donc c'est effectivement extrêmement difficile. Et il faudrait beaucoup d'orgueil pour vous dire, voilà, c'est ça la situation, la solution. Alors moi, j'ai un… Alors, pour répondre à la question, et alors moi, je n'ai pas été diplomate, justement, je suis une jeune avocate et moi, je vois le droit comme un outil de la mobilisation sociale par les Iraniennes. Donc, c'est-à-dire que le collectif Iran Justice, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On inventorie déjà la liste, donc on tient à jour, en fait, une liste des exactions, violation par violation, c'est-à-dire qu'on recense tous les cas dont on a connaissance. On constitue des dossiers en collectant des preuves, puisque de l'autre côté de la barre, j'ai envie de dire, les dignitaires iraniens nient même
réprimés violemment. Donc, c'est-à-dire qu'ils existent. Et ils nous expliquent, non, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que nous ne tuons pas des gens, c'est une vue de l'esprit. Donc, le travail concret qu'on fait, c'est d'inventorier ces violations, de constituer les dossiers, c'est-à-dire qu'on fait le travail préparatoire. Et nous, notre objectif, c'est de donner toute cette matière à nos confrères empêchés pour que demain, eux puissent faire leur travail. C'est-à-dire que c'est une forme d'intérim et on voit un peu ce travail-là comme un travail de substitution. C'est-à-dire que concrètement, pour vous donner un peu notre état d'esprit, c'est de dire, mais en fait, c'est pas nous qui allons déposer demain les recours. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prépare le terrain pour que demain, nos confrères en Iran puissent avoir de la matière pour eux saisir des juridictions, et nous souhaitons que ce soit dans le cadre d'un Iran libre pour que justice soit rendue par le peuple iranien contre les bourreaux. C'est un peu ça aussi le sens de notre démarche, c'est de dire qu'il ne faut peut-être pas tout attendre de la justice internationale qui présente des limites, et on l'a vu, le volontarisme des États membres, un conseil de sécurité, le fait que de toute façon ces procédures-là n'aboutissent pas toujours, voire même rarement, et dans un temps qui n'est pas celui de la Révolution. Le temps de la justice, c'est pas le temps de la Révolution. Et c'est de se dire comment est-ce que nous, on peut aider les avocats pour que demain, eux puissent faire leur travail. Et c'est pour ça qu'on fait le job aujourd'hui en intérim, si j'ai envie de dire. Et à cet égard, d'une phrase, juste d'une phrase, vous dire que je suis, parce que nous sommes en train de travailler sur cette question, et on pourrait le faire ensemble d'ailleurs, et avec tous ceux que ça intéresse, je suis aujourd'hui convaincu que les empoisonnements qu'on voit en Iran et qui sont de toute évidence concertés, eh bien, quand il y a un concert pour une violation de cette nature sur des personnes civiles, ça porte un nom, c'est un crime contre l'humanité. Il faut commencer par nommer les choses et pour pouvoir les instruire et déposer les plaintes. Et effectivement, un jour, tôt ou tard, ces plaintes aboutiront. Merci. Oui, moi, je pense que ça, c'est des pistes concrètes qui sont là. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suis avec intérêt tout ce qui se fait depuis longtemps sur le plan international, au niveau national et aussi au niveau de diaspora iranien. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, et Afghanistan aussi, puisque je pense que c'est presque la même cause. Effectivement, vous avez raison pour dire que la situation iranienne, la situation en Afghanistan est tellement cauchemardesque que les gens vont là-bas pour trouver un peu de répit. Mais ceci étant, il faut savoir que l'Iran a été, ça veut dire en fait une résistance, puisque c'est le même projet, le projet taliban, Daesh, République islamique. Ils n'ont pas réussi puisqu'en face, il y avait une résistance civile très importante. Et effectivement, en Afghanistan, ce qui a, moi, ça m'attriste, c'est que j'ai eu des contacts où j'ai écouté les femmes afghanes et les hommes afghans qui travaillaient, qui étaient formés pendant ces années dans la société civile. Le fait est que d'un coup, on vide le pays sans prévenir la société civile. Ça a été une catastrophe pour la société afghane. En fait, aucune résistance n'était possible sur le coup. Alors qu'en Iran, cette résistance se prépare et s'accumule. Ça, vraiment, c'est la responsabilité de la politique internationale ici, en l'occurrence les Américains ou les autres. Moi, je trouve qu'il est le temps aussi que la diplomatie internationale mette la question des droits humains et des droits des femmes à son centre, que ça sort quand même de papier en disant oui, c'est très bien, nous sommes pour l'universalité des droits et tout, d'accord, mais après, comment concrètement on fait de cette universalité des actions concrètes? Et comment on fait une diplomatie féministe? Comment on fait une diplomatie des droits humains? C'est ça qui manque cruellement, et je pense que c'est toujours les intérêts économiques et les calculs politiques qui remplace cette diplomatie, et effectivement, ça pourrait faire des erreurs fondamentales, puisque c'est une vision myope, c'est une vision vraiment de près, même pour cette politique des Occidentaux, puisque moi, je n'attends pas grand-chose de la Russie ni de la Chine, qui sont les alliés du pouvoir iranien. Moi, je parle des pouvoirs occidentaux parce qu'il y a ces leviers démocratiques. Puisque sinon, j'aurais la même critique envers eux, mais ce n'est pas la même chose, qu'on s'entende bien. Moi, je pense que cette nécessité actuelle de faire une diplomatie des droits humains et des droits des femmes qui vont ensemble, je suis d'accord, de manière dialectique, elles sont en lien. Il faudrait qu'il y ait des leviers pour amener ces régimes à assumer leurs responsabilités par rapport aux crimes contre l'humanité qu'ils commettent tous les jours.
tous les jours. Et deuxième piste qui est ouverte, mais qui demande un travail très important et qui, je pense que vous aussi, vous y êtes en train de travailler, c'est la question de mettre les organisations de la répression, par exemple la Passaran, sur la liste terroriste. Il y a assez de faits, il y a assez de documents. Et pourquoi l'Occident ne fait pas ça? Je sais, il y a la question d'otages, il y a la question nucléaire, mais c'est encore de la myopie, parce que ce régime, pendant ces 4 décennies, a démontré qu'il n'en marche à rien. Donc, si l'Occident hésite encore, demain le nucléaire est ici, à sa portée, et la question des otages ne va jamais être réglée, encore pire. Mais c'est pourquoi je dis, effectivement, pas seulement pour les Iraniens et les Afghans, pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt du monde entier, il faudrait que cette diplomatie devienne plus active dans la confrontation avec ces crimes contre l'humanité, avec l'apartheid sexuel qu'ils ont quand même instauré, que ce soit en Afghanistan, en Iran, tout avec le sang-froid et aux yeux du monde entier, avec le bio, dernier échange qui vient pas sur la tête pour trancher. Donc, il faudrait que les êtres tranchent. Pour ça, il y a les instances internationales, il y a la diplomatie, tout ça. Oui. Je pense que c'est très faible. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette diplomatie féministe, c'est parfait. Et puis, je retiens que je vous mets en contact les uns et les autres pour travailler là-dessus. Merci.